OK. Alors, dernier intervenant, j'aimerais vous dire que si le rapport Bouchard-Taylor s'était limité aux justiciables et aux prisonniers, c'est-à-dire ceux qui font affaire, donc les juges, les gardiens de prison, les policiers, si on voulait leur interdire, c'est qu'on considérait que les signes religieux voulaient dire quelque chose. Sinon, on ne l'aurait pas interdit. Donc, on prend comme acquis, mais M. Bouchard ne le prend pas comme acquis, puis encore moins M. Taylor, que si on enlève aux employés avec une autorité coercitive, c'est que ça veut dire quelque chose. Et là, tout à coup, pour les enfants, ça ne veut plus rien dire. C'est pas important, les enfants. Là, ça devient les employés qui deviennent importants. Donc, là, je me dis que c'est 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que les enfants, leur liberté de conscience est moins importante que la liberté de conscience des prisonniers. Bien, je me dis, au Québec, on n'arrête pas de parler de l'intérêt supérieur des enfants. Et là, tout à coup, c'est l'intérêt supérieur des enseignantes. Alors, j'aimerais aussi corriger certaines choses qui ont été dites au niveau des statistiques. Monsieur Actouf, il faut aller faire un tour en dehors de l'université, des HEC, allez voir et vous allez voir que pratiquement dans les services de garde, c'est la moitié, ce sont des femmes qui portent des voiles, presque la moitié. Donc, ce n'est pas une question de combien? 19 sur 19 000? Oui, c'est ça. Exactement. Alors donc, c'est une question importante et la question, j'aimerais ça aussi distinguer qu'il y a des modèles de laïcité. Il y a différentes choses. Comment on voit qu'on doit appliquer ça, cette neutralité? Eh bien, vous avez vu qu'on a accusé le projet de loi 21 de faire de l'islam bashing, des fois. D'autres fois, c'est allé jusqu'au nettoyage ethnique. Écoutez, on est rendu à le nettoyage ethnique. OK? C'est vraiment méchant. Oui, puis comme moi, je détruis des vies, puis là, il y en a qui font du nettoyage ethnique collectif. Vous voyez, les paroles débordent parce qu'il y a une émotion. Mais c'est qu'on ne comprend pas la tradition anglophone et la tradition francophone. Les anglophones, ils viennent de pèlerins. Et la neutralité, pour eux autres, c'était d'empêcher l'État d'intervenir dans leurs droits individuels. Tandis que les francophones, eux, ont connu, puis pas juste les francophones, les Espagnols, les Italiens, ont connu, au contraire, que la neutralité est importante pour empêcher l'Église d'intervenir sur l'État. Et non pas comme les Anglais, les anglophones, que l'État intervienne dans la religion. Vous voyez, c'est vraiment 2 perspectives. Alors, donc, on ne se comprend pas. Ça, c'est 2 solitudes, encore une fois. Alors, donc, il faut distinguer ça. Et j'aimerais aussi, comment on appelle la laïcité? On l'appelle la laïcité, au Québec, qu'on propose, la laïcité républicaine, plutôt que l'anglophone. Pourquoi républicaine? Ça vient de 2 mots. Res, latin, publica. Chose publique ou encore bien commun. C'est une laïcité qui favorise le bien commun. Alors, c'est pas... Tandis que les anglophones et l'influence du néolibéralisme, c'est toujours des droits individuels. Toi, comme individu, on le sépare de son groupe pour mieux le dominer. Tandis qu'au Québec, notre type de droit, lui, il dit, on veut défendre le bien commun. Alors, moi, je suis toujours battue pour le bien commun. Donc, un type de laïcité de ce type-là qui m'importe. Merci. Bon. Eh bien, je me sens comme un agneau invité à un méchoui. C'est très agréable. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis ni musulman, ni pratiquant, ni d'aucune sorte de religion. Et si Dieu existe, il aura des problèmes avec moi. J'aurais beaucoup de questions à lui poser. Si j'étais Dieu, j'aurais jamais crié bouche.
J'aurais jamais créé Trump ou Harper. Donc j'aurais des questions à lui poser, à Dieu, hein. Beaucoup de questions. Ni Lénine, j'espère. Bon, alors. Staline non plus, hein. Écoutez, d'accord, mais on peut revenir loin dans l'histoire. Néron, Napoléon. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a aussi quelque chose, on associe toujours ma gueule avec communisme. J'ai jamais compris pourquoi. C'est incroyable, comme à chaque fois que je prends un argument, c'est pas juste vous, hein. Moi, j'ai rien dit. Vous avez dit Staline. Ça veut dire que je suis pour Staline. Ah oui, infiniment. Bon, alors. Vous auriez créé Ben Selmen? Je me serais créé moi et les belles femmes. Et vous n'auriez pas. Vous n'auriez pas Combien? eu besoin de 72? pour les avoir au paradis. Et je suis pour un Québec islamiste, Québékistan islamiste, mais inversé. Je voile les hommes et je dévoile les femmes. Demain, si j'ai le pouvoir. Bon, alors ceci étant dit, écoutez, d'abord, j'ai parlé le moins longtemps, donc j'ai eu du temps à rattraper. Alors, par ordre, est-ce que je minimise, la première question, les mots en Algérie dus à l'islam, etc. Bon. Alors ici, il faut comprendre une chose fondamentale. C'est que ce qu'on appelle l'islam, on généralise comme ça, etc. Et moi, je suis là pour défendre aucune religion, hein, j'en ai rien à fiche. Moi, je suis un humaniste. Et là où il y a de l'injustice, je réagis. C'est tout. Et je trouve qu'il y a des gens qui sont traités injustement avec un prétexte de laïcité. Et ça, je ne l'admets pas. Et je vais m'expliquer. Alors, cet islamisme-là, d'où il vient? C'est la doctrine Truman, après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, pour empêcher le modèle concurrent qui était Staline, le communisme, de réussir. Truman et les Occidentaux ont promulgué ce qu'on a appelé la doctrine du containment, c'est-à-dire la doctrine de l'endiguement. Il faut endiguer l'URSS et le communisme pour qu'ils ne débordent pas ailleurs et qu'ils ne viennent pas vaincre le capitalisme. Alors on a construit le mur de Berlin. Ceux qui croient que le mur de Berlin c'est juste Staline et l'Allemagne de l'Est qui l'a construit, allez lire s'il vous plaît dans l'histoire et comment ça s'est passé dans la réalité. Le mur de Berlin arrangeait autant les Occidentaux que l'URSS parce que ça empêchait le communisme d'aller vers l'Ouest. Mais le plus grand problème, c'était le communisme qui allait aller vers le sud. Or, vers le sud, c'est depuis la Turquie jusqu'au Pakistan. Donc, tous ces pays qui s'appellent avec Stan, Turkménistan, Tadjikistan, Afghanistan, etc., depuis la Turquie jusqu'au Pakistan, il y avait le danger que le communisme se répande par là. Bon, et il faut savoir que jusqu'aux années 60, milieu des années 60, avec le mouvement des non-alignés, dans lequel l'URSS, les pays de l'Est, les pays communistes et les pays non-alignés de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine échangeaient directement ce qu'on appelait le commerce clearing, ou le commerce par compensation, échangeaient directement des tracteurs russes contre du pétrole algérien, du vin algérien contre des médecins bulgares, des médecins cubains contre des robinets de Roumanie, etc., etc. Donc c'était pratiquement 80% du commerce mondial qui échappait au dollar, à la livre sterling et au franc. Et ça, c'était inadmissible. Alors on a promulgué deux doctrines après celle de l'endiguement, du containment. C'est la doctrine de la guerre froide et celle de l'élimination des pays non alignés. Ça a commencé par l'assassinat de Lumumba en 1962 du Congo. Et ça s'est terminé en 1973 avec l'assassinat de Allende au Chili. Ça a continué avec l'assassinat de Mato Blundes en Kabylie. Absolument. Qui ont assassiné Lumumba et ceux qui ont assassiné Mato Blundes, c'est la même logique. Mais écoutez, laissez-moi terminer, après vous réagirez comme vous voudrez. Donc, alors si c'est la même logique, ben écoutez, vous allez voir que ça vient de la même origine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le modèle communiste était en train de réussir. Le rouble
Russes, URSS, se négociaient à égalité avec le dollar en 1965. Alors, éliminer les pays de non-alignés, ça voulait dire asphyxier les pays de l'Est. Et donc, on vous dit, les pays de l'Est se sont effondrés à cause de leur idéologie. Non, les pays de l'Est se sont effondrés parce qu'on a étouffé leur commerce et leurs échanges en imposant au monde entier de passer par le dollar, la livre sterling et le franc. Alors, avant ça, le franc CFA, par exemple, est contrôlé par la France. Et on dit aux pays d'Afrique de l'Ouest, développez-vous, on va vous aider, on va vous machin, etc., etc. Quand c'est la France qui... Vous savez ce que veut dire le franc CFA? Le franc des colonies françaises d'Afrique. Et c'est toujours le franc qui est utilisé dans la moitié de l'Afrique. Et il y a 10 ans, la France a décidé de le dévaluer de 100%, ce qui fait que du jour au lendemain, les produits du Sénégal, du Ghana, de la Guinée, de l'Afrique centrale, etc., etc., du jour au lendemain se vendaient 2 fois moins cher en France, et du jour au lendemain, tout ce que l'Afrique achetait à la France coûtait 2 fois plus cher. Bon, tout ça est lié. Alors pour éviter que le communisme aille vers l'ouest, en plus des pays non alignés, vers le sud, pardon, on a encouragé la religion wahhabiste. Et cette religion wahhabiste a été financée par les Américains, par l'Arabie Saoudite et le Qatar jusqu'à aujourd'hui, et par les Émirats, par les pétrodollars. Et ce sont les Américains, si vous voulez un terroriste islamiste, salafiste, appelé Londres. Il y a un élevage de terroristes salafistes islamistes à Londres dont vous n'avez aucune idée. Vous en voulez un, moi demain je vous donne un numéro, vous appelez, on vous en envoie un. Bon. Alors, donc, pourquoi? Parce que le wahhabisme, c'est la religion de Mohammed Abdul Wahhab, un théologien rigoriste du 19e siècle de l'Arabie Saoudite, qui a décrété que la religion musulmane devait être réduite à ce que l'on en voit aujourd'hui, donc l'instrumentalisation, ce que vous appelez l'instrumentalisation de l'islam. Cette instrumentalisation de l'islam vient de la guerre de l'Occident contre l'URSS. C'est de là que ça vient. Le wahhabisme était confiné à l'Arabie Saoudite. Moi, quand j'ai grandi en Algérie, les années 50, 60, etc., j'ai jamais vu de voile. Ma mère ne portait pas de voile. Mon père n'a jamais obligé mes sœurs à porter un voile. On mangeait le ramadan, on mangeait dans les restaurants, dans la rue, en Tunisie encore plus. Bon, donc ce wahhabisme, pourquoi? Parce que pour l'islam wahhabiste, qui est rigoriste, donc fondamentaliste, qui revient aux éléments les plus primitifs de l'islam. La musique, péché. La danse, c'est un péché. S'amuser, c'est un péché. Tout ce que vous savez là, tout ce que vous entendez. Ça, c'était en Arabie Saoudite. Frapper une femme, la lapider, c'est l'Arabie Saoudite. Alors pourquoi les États-Unis et l'Occident font la guerre à l'Afghanistan, font la guerre au Pakistan, font la guerre à l'Irak, et ne font pas la guerre à l'Arabie Saoudite? Parce que c'est leur bras allié. Mais parce que l'islam, c'est l'allié du néolibéralisme. non, l'islam... Non, s'il vous plaît, vous parlerez après. Parce que cet islam-là est la fabrication des Américains pour leurs intérêts, et de l'Occident pour ses intérêts. L'intérêt fondamental, profond, de cet Occident, depuis Paris jusqu'à Washington, en passant par Tel Aviv, c'est que cet islamisme-là, non seulement ne diminue pas, mais qu'il augmente. Il est instrumentalisé par eux. Alors si vous voulez vous battre, battez-vous contre Washington, contre Paris, contre Tel Aviv. Bon, ben laissez-moi terminer. Est-ce qu'on peut avoir la parole, monsieur? Le wahhabisme, je termine. Ben, écoutez, je rattrape mon temps de parole, et puis comme je suis le seul défendeur du diable, j'ai quand même un peu plus de droit de parole. Alors, donc, le wahhabisme, ça a été ceci. Pour ce musulman-là, de type wahhabiste, le communisme peut être présenté de 2 façons. Communisme comme étant le partage, la communauté, etc., pas de problème. Mais quand on dit à ce musulman-là, le communiste est athée, c'est synonyme de démon. Donc on a démonisé l'islam, pour pas que le modèle communiste puisse aller vers... Et c'est comme ça que le mouvement wahhabiste a été exporté en Algérie, a été exporté, et ici, ce que vous voyez là, qui porte le voile, tout ce qui s'ensuit, eh bien, c'est le fruit de ça. Bon, maintenant, s'il y a des musulmans et des musulmanes
qui estiment que ça fait partie de leur pratique religieuse de porter une escalope sur l'oreille ou un beefsteak sur la tête, moi j'en ai rien à fiche, c'est son problème. Qui porte ce qu'il veut et comme il veut. Bon. Alors, on parlait tout à l'heure de Saint-Michel, Christophe Colomb, il y a plein de voies. Ben, venez à Outremont, venez à Hampstead où j'habite. Je suis complètement encerclé par des juifs hassidiques, là, et personne ne dit rien. Et quand ils ont leur fête, ils font des trucs, ils bouchent des rues, ils les ferment, et la municipalité ne dit rien, la police ne dit rien. La religion la plus dangereuse et la plus prosélyte et la plus en expansion dans le monde, c'est l'évangélique. Et c'est cette religion qu'a fait Harper, c'est cette religion qu'a fait Trump, c'est cette religion qu'a fait Bolsonaro au Brésil, c'est cette religion qui fait Guaido au Venezuela. Voilà la religion dangereuse. L'évangélisme, c'est pas l'islam. Et je réitère, l'islamisme, le salafisme, etc., c'est une partie infinitésimale de l'islam, instrumentalisée et voulue par l'Occident. Merci. Monsieur Oumar Aktouf, je suis absolument d'accord avec vous, sauf que il y a un élément que vous oubliez dans toute cette équation-là. C'est-à-dire que, effectivement, le wahhabisme, le salafisme s'exporte de l'Arabie Saoudite dans le monde entier et d'après ce que vous dites, et je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que l'islamisme... Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que nous, les Algériens, les Nord-Africains, les Africains, Winnet Smith Jugurtha disait l'Afrique aux Africains. L'Afrique, elle n'est pas aux Africains aujourd'hui. Nous sommes entre l'enclume de l'Orient et le marteau de l'Occident. Nous sommes entre l'impérialisme arabo-musulman et l'impérialisme occidental. Mais vous ne dites pas que la deuxième source de revenus de l'Arabie Saoudite, c'est le pèlerinage. Vous parlez de pétrodollars, mais vous ne parlez pas des islamo-dollars. L'Arabie Saoudite, elle a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de musulmans pour qu'ils aillent donner leur argent à l'Arabie Saoudite. Vous enlevez l'agentivité historique à l'impérialisme arabo-musulman qui sévit depuis 14 siècles. Bon, je vais essayer de répondre à peu près quelques interrogations, mais ça rentre à peu près dans le même cadre, surtout par rapport à la question de l'éducation. Moi, personnellement, le fait qu'il y ait la clause dans le projet, c'est une manière un petit peu de déjouer l'argument qui consiste à dire qu'il y a des fonctionnaires qui vont perdre l'emploi. Réellement, au fond, c'est un prétexte. Étant donné que le projet ne concerne pas les fonctionnaires qui sont en place. C'est-à-dire, on comprend les législateurs, ils ont pris en considération justement par rapport au futur. Donc, ceux qui avançaient comme prétexte avant qu'ils vont perdre l'emploi, les masques sont tombés aujourd'hui. C'est clair, si réellement nous avons affaire à un État fort, on applique la laïcité, et la laïcité, à mon avis, il fallait l'universaliser et arrêter sa définition parce que c'est pas normal que, pour moi personnellement, c'est une valeur de modernité et ceux qui essayent de résister aujourd'hui, c'est une manière de revenir au pouvoir et de faire revenir la religion dans la gestion de la cité. Donc, personnellement, les fonctionnaires qui sont en position d'autorité, qui travaillent même surtout par rapport à l'éducation, personnellement, je suis pour à ce qu'il soit élargi même dans les écoles privées. Parce que l'enfant, il n'y a pas de différence, un enfant qui fréquente une école privée ou une école publique. Parce que si le combat a été mené il y a des siècles, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de résistance, pas mal de combats, où il y a eu des moments dans l'histoire où il y a eu des reculs par rapport à la question de laïcité. Il fallait légiférer. Il n'est pas question de faire des concessions.
par rapport à cette question. Parce que, pour moi, symbole, si on va prendre l'exemple qui fait polémique par rapport à la question du voile, le voile n'est pas un simple tissu. Il représente une idéologie, même si c'est vrai, certains théologues, islamologues de renommée, si on va prendre l'exemple de Mohamed Harkoun, qui disait clairement que le voile n'est pas un signe religieux. Donc, même s'il n'est pas signe religieux, il a été justement transformé en signe religieux. Et il est l'étendard de l'islamisme, d'idéologie. Donc, s'il y a un signe politique à l'école, le signe politique ou tout ce qui symbolise une vision, idéologie politique, elle est interdite. Donc, ou bien il est religieux, il est interdit, ou bien il est politique, il est interdit. Donc, je pense que ce genre de concession, et c'est ça ce qui va pas vraiment justement pacifier les choses, et il n'y a que la laïcité qui pourrait créer un climat pour vivre ensemble. Donc, pour moi, toutes ces polémiques-là, c'est une manière un petit peu de revenir à un ancien débat qui est le retour du religieux au pouvoir. Donc, pour moi, c'est une lutte de pouvoir. Et donc, il n'est pas question de faire des concessions sur tous les plans. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, je sens beaucoup je trouve que vous manquez un peu d'empathie pour les femmes et les enfants. En fait, là-dedans, les plus à risque, c'est les femmes. En fait, on parle d'égalité entre les hommes et les femmes et on parle de protection des enfants. Alors, j'aimerais ça qu'on rappelle quand même que c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, quand je vois de plus en plus de petites filles à Montréal qui portent le voile, qui ne peuvent pas aller à la piscine, vous savez, là, dans les écoles, il y a des histoires, moi aussi j'en ai entendu des histoires, comme des petites filles de maternelle que les parents faisaient faire le ramadan. Okay. Et alors l'école doit appeler l'imam pour savoir s'il pouvait, si c'était correct de faire manger la petite fille quand même. Alors écoutez, mais ça vient du wahhabisme financé par Washington. Mais Washington, c'est oui, mais le wahhabisme, il a sa responsabilité. Bien sûr. Oui, mais c'est nos enfants qu'on voudrait protéger ici. Alors maintenant, pour ce qui est de l'égalité entre les... Respectez le temps de parole, s'il vous plaît. Parce qu'on a temps pour les questions. Voilà, et donc il y a une érosion avec tout ça. Il y a peut-être des niqabs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 0,00,1% ici. Par contre, les militants ici sont capables de faire reculer les droits des femmes. Alors en particulier F. Torres, qu'on a eu presque, je sais pas, comme députée de Québec solidaire, eh bien elle était dans le Conseil national des musulmans canadiens. Et là, eux autres là, ils portent plainte contre l'interdiction du voile intégral, vous savez, la clause dans le projet de loi 62. Et alors, ils portent plainte de ça. Donc, ils font valoir à la Cour qu'interdire le voile intégral, ça porterait atteinte à l'égalité des femmes. Alors, imaginez, au Québec, on risque d'avoir un jugement qui nous dit que être contre le niqab, ça va porter atteinte à l'égalité des femmes. Alors, peut-être qu'elles sont 0,000,1%. Mais ça fait faire des reculs immenses aux droits des femmes. Alors encore une fois, il faut s'attaquer aux sources. Alors, l'Arabie Saoudite qui est une source. S'il vous plaît, pas de oui, c'est ça. Moi, je voulais répondre au monsieur qui me parlait de neutralité de fait et d'apparence. Je suis d'accord qu'il faut la neutralité, je ne sais plus qui disait, là, qui comprend pour les policiers, et tout ça, mais pour les enseignants, donc les enseignantes, même si elles n'ont pas le voile, elles peuvent transmettre leurs valeurs. Mais on ne peut pas partir, donc c'est ce que je disais en fait là, ce que les gens ont dans la tête, mais il peut y avoir des gens d'extrême droite aussi qui enseignent. Les personnes qui enseignent, elles sont tenues à une neutralité de fait. En fait, peut-être que la loi aurait dû
le préciser. Je reconnais que c'est peut-être spécial, je pense que, mais peut-être que le ministre s'est dit que c'était déjà dans les textes. Par exemple, il y a l'article 22 de la loi sur l'instruction publique qui dit qu'il est du devoir de l'enseignant d'agir d'une manière juste et impartiale. Ah non, c'est ça, mais la neutralité de ne pas transmettre, en tout cas, c'est dans les textes, peut-être dans la loi sur l'instruction publique. Il y a aussi d'autres règlements comme ça qui exigent du fonctionnaire, de l'enseignant, d'être neutre de fait. Alors, oui, peut-être que ça aurait pu être précisé dans la loi, mais je suppose que il ne voulait pas laisser entendre. On ne doit pas supposer qu'elles ne sont pas neutres. On n'est pas en train de dire qu'une femme voilée est en train d'un point de vue actif de vouloir faire de la propagande, du prosélytisme. On dit simplement qu'on suppose, oui, qu'elles respectent leur devoir de neutralité de fait, mais la neutralité d'apparence aussi est importante, parce que ça transmet un message en soi. Voilà. Okay, merci. Semaine qui vient de passer sur est-ce que les signes religieux ont un sens? Est-ce que le voile a un sens? Puis là, tout le monde dit ça a toutes sortes de sens, puis donc ça veut rien dire. Eh bien, Ouria Boutedja, présidente des Indigènes de la République, dit le foulard renvoie un message clair à la société blanche. Premièrement, nous ne sommes pas des corps disponibles à la consommation masculine blanche. Si elle est brune, ça. OK? Alors, j'en déduis, moi, qu'elles sont disponibles pour la consommation masculine brune, noire et toutes sortes de couleurs. Bon. Deuxième chose qu'elle dit, citation, « Nous ne sommes pas des corps exploitables par la société du spectacle. » Mais quand on voit certaines personnes, femmes, qui portent le voile, avec des maquillages, avec des voiles colorés, etc., ben, la société du spectacle, oui, elle a rejoint aussi les femmes voilées. Et elle continue, et elle dit, le voile, donc, le foulard, renvoie un message tout aussi clair à la société indigène. Et elle dit, ça veut dire que nous appartenons à la communauté et nous l'assurons de notre loyauté. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Ouria Boutedja qui dit que le voile a un message clair, un message qui amène une séparation entre une communauté puis une autre communauté. Et l'intégration, à ce moment-là, ça fout le camp, et plus que ça, c'est augmenter le nouveau racialisme, c'est-à-dire les Blancs contre les Noirs puis les Bruns, et on s'en va où avec ça? Exactement. Et plus que ça, c'est alimenter la haine entre les communautés. Alors, moi, ces emmerdeurs et ces empoisonneurs du vivre ensemble, et puis qui veulent s'exprimer et utiliser le voile pour cette division, eh bien, j'en dis, merde, on n'en veut pas. Merci. Allez-y. Dites la même chose pour tous ces gens-là. Pourquoi juste le voile? Très bien.